Les yeux rivés vers le ciel depuis la nuit des temps, l'homme rêve d'explorer l'univers. Après la Lune, qui fut dans les années 60 le haut lieu d'une course politico-technologique acharnée, c'est Mars qui joue à présent les premiers rôles. We have been given the scientific knowledge, the technical ability, and the materials to pursue the exploration of the universe. Mars est la 4e planète de notre système solaire. Elle fait partie de la famille des planètes dites telluriques, à l'instar de Mercure, Vénus et la Terre. Dès la découverte de Mars et de ses calottes polaires, initialement supposées faites de glace d'eau et donc synonymes de vie, les fantasmes, les rêves et les peurs de cet ailleurs ont envahi l'homme. Il n'a depuis cessé de travailler à comprendre cette planète voisine, notamment grâce à l'étude des potentielles eaux martiennes. Est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars? Alors la réponse est oui, il y a beaucoup d'eau sur Mars. En fait, il y a sous forme de glace de grands réservoirs qu'on a découverts au pôle. En fait, sous la surface, sous quelques centimètres de sable, on a découvert que toute une partie du sous-sol de Mars était en fait de la glace presque pure, blanche, qu'on ne voit pas trop parce qu'elle est recouverte de sable. Et donc c'est une planète assez riche en eau. Il y en a un petit peu dans l'atmosphère, on voit des nuages de glace d'eau. Mais il faut avouer que c'est toujours soit de l'eau sous forme de glace, soit sous forme de vapeur, ce qui fait que la planète Mars actuelle semble peu propice à une forme de vie telle qu'on peut l'imaginer, qui a besoin d'eau liquide. Par contre, une autre planète Mars existe. C'est une planète qui existait dans la jeunesse du système solaire, il y a plus de 3-4 milliards d'années. Et là, quand on regarde les terrains de Mars très anciens, qui datent de cette époque-là, au milieu des cratères, qui sont accumulés depuis, eh bien, on voit des traces de rivières et de lacs. Et tout indique qu'à cette époque-là, il y avait vraiment des lacs, des rivières, peut-être même un océan, et à une époque où la vie est apparue sur Terre parce qu'il y avait de l'eau liquide, d'après notre compréhension. On mène l'enquête, on peut envoyer des robots géologues qui vont prélever des échantillons, qui vont regarder s'il se passait quelque chose, on va même rapporter ces échantillons sur Terre. Et en fonction de ce que l'on va trouver, eh bien, on va pouvoir soit découvrir que dès qu'il y a de l'eau liquide, la vie démarre, une nouvelle genèse, ça veut dire que partout dans la galaxie, dès qu'il y a de l'eau liquide, la vie démarre. Au contraire, si on trouve rien du tout, ça nous donnera l'information que ce qui s'est passé sur Terre est vraiment très spécifique, car à la même époque, au fond des lacs martiens, rien ne se passait, rien n'a démarré. Peut-être aussi qu'on trouvera une étape intermédiaire entre le vivant et le non-vivant, ce qu'on appelle une chimie prébiotique, ce qui serait un sujet de recherche très intéressant puisque sur Terre, on n'a plus du tout d'indices sur ce qui s'est passé lorsque la vie a démarré. Peut-être que sur Mars, on aura des indices, même si la vie n'a pas tout à fait démarré, on aura peut-être les premières étapes. Depuis une 60aine d'années, les différentes agences spatiales lancent régulièrement des engins automatisés ayant pour objectif l'étude scientifique de Mars. Pas loin d'une 50aine de sondes spatiales, orbiteurs, atterrisseurs et rovers ont été envoyés vers Mars depuis le début des années 1960, pour un taux de réussite d'à peine 50%. Les risques élevés d'échec et le coût faramineux des missions martiennes n'ont pourtant pas empêché l'homme de poursuivre inlassablement sa quête de savoir et de conquête. Lancée par la NASA le 28 novembre 1964, la sonde Mariner 4
a pour objectif de prendre des photographies de Mars. Elle réalise le premier survol de la planète rouge, envoie les premières images de la surface martienne et, de fait, les premières images rapprochées d'une autre planète. Lancée le 25 février 1969, Mariner 6 réalise le second survol de la planète et envoie les premières images en gros plan de la surface martienne. Malgré son succès, le programme Mariner verra sa notoriété éclipsée par un autre programme américain. Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune. Un habitant de la Terre sur 5 regarde l'événement en direct. Deux ans plus tard, le programme Mariner reprend. Lancé le 30 mai 1971, Mariner 9 atteint Mars le 14 novembre de la même année, devenant de fait le premier véhicule spatial à se mettre en orbite autour d'une autre planète, battant de peu les sondes soviétiques Mars 2 et Mars 3 qui arrivent moins d'un mois plus tard. La guerre technologique entre les deux blocs ennemis continue de faire rage dans l'espace. Le 19 mai 1971, l'URSS lance sa sonde Mars 2. Sa mission, extrêmement ambitieuse, était de prendre des photographies du sol et des nuages, d'étudier sa topographie ou encore de mesurer les champs magnétiques martiens. Mais le 27 novembre 1971, l'atterrisseur s'écrasa. Il devint néanmoins le premier objet construit par l'homme à atteindre la surface martienne. Le 28 mai 1971, Mars 3 est lancé. Le 2 décembre, l'orbiteur libère l'atterrisseur qui arrive intact sur le sol martien, près de Sirenum Fossae, grâce à un parachute et des rétrofusées. L'atterrisseur de Mars 3 est le premier engin à se poser en douceur sur Mars. Cependant, 20 secondes seulement après avoir déployé ses instruments, il est victime d'une panne lui donnant juste le temps de transmettre une image sombre et floue de la planète. L'atterrisseur de Mars 3 emporte un petit robot marcheur baptisé Prop-M. Le robot a une masse de 4,5 kg et est relié à l'atterrisseur par un câble pour les télécommunications. Il peut se déplacer à l'aide d'une paire de skis dans la limite fixée par la longueur du câble, à savoir 15 mètres. Les données collectées par Mars 3 permettent de dresser une carte en relief de la surface et fournissent des informations sur la gravité martienne et ses champs magnétiques. Nouvelle mission américaine avec Viking 1, qui arrive sur Mars le 19 juin 1976. Dès l'atterrissage du module, le 5 juillet, l'orbiteur entama une campagne de prise de vue systématique de la surface martienne. « 20 ans plus tard, retour de la NASA sur Mars avec Mars Pathfinder. Un atterrisseur qui s'est posé le 4 juillet 1997 à Ares Vallis, dans la région de Chrysae Planitia. Pour réduire les coûts, la technique utilisée par ces sondes pour descendre jusqu'au sol est simplifiée. Pas de radar, des rétrofusées à la poussée fixe et un système d'airbag pour annuler la vitesse d'arrivée au sol. Gonflés par des générateurs de gaz 8 secondes avant l'arrivée au sol, ils entourent complètement l'atterrisseur. Une fois déployé, l'ensemble fait 5,3 mètres de large pour 4,3 mètres de haut
et 4,8 mètres de profondeur. Ces airbags éliminent le risque associé aux irrégularités du terrain. L'atterrissage peut se faire avec une vitesse verticale de 14 mètres secondes, une vitesse horizontale de 20 mètres secondes et en présence de rochers de 50 cm de haut. Il déposera pour la première fois sur Mars un petit robot mobile ou astromobile, Sojourner. Il pèse 10,6 kg et mesure 65 cm de long pour 48 cm de large et 30 cm de haut. Doté de 6 roues, il peut s'éloigner théoriquement jusqu'à 500 mètres de la zone d'atterrissage. Avec la généralisation d'Internet, le grand public est invité à l'aventure. C'est un immense succès. En un jour, les consultations du site de Pathfinder ont établi un record avec 47 millions de visites. And good evening from London. I'm Hilary Bowker. Coming up on this edition of World News, Making Contact. Just minutes from now, the Mars Pathfinder will attempt to land on the red planet. Thanks for joining us. This is one of those moments scientists have been waiting for. Alors c'est vrai que on est en 1997 et Pathfinder, c'était la première mission à retourner sur Mars depuis les années Vikings, c'est-à-dire plus de 20 ans auparavant. Et entre-temps, il y avait eu l'apparition d'Internet, c'était vraiment le début. Et on dit souvent que Pathfinder a été le plus grand événement sur Internet, le premier événement important sur Internet avec beaucoup de vues. Au lieu de simplement regarder la télé, les gens se sont mis à s'intéresser à un événement via le web, quoi. Et c'était la première fois en 97. Alors personnellement, j'étais déjà dans ce métier, je m'étais déjà bien impliqué dans d'autres missions spatiales. Donc ce qui a été extraordinaire à cette époque-là, ce dont je me souviens, c'est pas tellement cet effet sur le grand public, je m'en suis pas bien rendu compte sur le moment, mais évidemment l'émotion de voir la première image. Le responsable de la caméra, Peter Smith, était un ami, et donc voir cette nouvelle image qui était quand même à très haute résolution, rien à voir avec Viking, plein avec ses gros cailloux, après un atterrissage bouleversant puisque Pathfinder atterrissait protégé par des airbags, premier rebond à 30 mètres de haut, etc. C'était assez fascinant. Mais toute l'époque était assez fascinante puisque en même temps, on a envoyé un nouveau satellite qui s'appelle Mars Global Surveyor. Et je dois dire que de cette époque-là, peut-être l'une des images qui m'impressionne le plus, c'est la carte haute résolution de la topographie de Mars qui a été découverte par un altimètre laser qui était à bord de Mars Global Surveyor et qui, en 30 jours, tout d'un coup, nous a livré une carte topographique quasiment pour la première fois de Mars avec tous les détails. Et c'était éblouissant. Et encore maintenant, quand je la regarde, je suis ému. Mars Odyssey avait pour principaux objectifs de dresser une carte de la distribution des minéraux et des éléments chimiques à la surface de Mars et de détecter la présence éventuelle d'eau. Placée en orbite en 2002, Mars Odyssey a parfaitement rempli sa mission. Elle mit en évidence de grandes quantités de glace stockées sous les deux pôles et l'abondance particulièrement importante de potassium. Mais c'est avec les missions MER, Mars Exploration Rover, que les informations les plus importantes sur les conditions climatiques martiennes nous sont parvenues, notamment grâce à leurs laboratoires embarqués. 2 missions sont envoyées quasiment simultanément. Elles ont chacune un rover et des équipements spécifiques. Chaque rover pèse environ 185 kg et se déplace sur 6 roues, mues par l'énergie électrique fournie par des panneaux solaires. Lancé le 10 juin 2003, Spirit, après 6 mois de voyage, atterrit le 4 janvier 2004 dans le cratère Gusev. Une dépression de 170 km dont les scientifiques suspectent qu'elle ait sans doute accueilli un lac dans un passé lointain. Pour son atterrissage, Spirit reprendra la technique utilisée par Pathfinder, à savoir un système d'airbag l'entourant et le protégeant de l'impact. Le site d'atterrissage est baptisé Columbia Memorial Station, en l'honneur des 7 astronautes tués 1 an plus tôt dans l'accident de la navette spatiale Columbia. Peu après, il envoie ses premières photos. Le 13 janvier,
est envoyé le premier panorama à partir de 225 clichés pris séparément par la PanCam de Spirit, puis rassemblés numériquement. Spirit est équipé de 3 paires de caméras utilisées pour la navigation et de plusieurs instruments scientifiques, dont un outil pour abraser la surface des roches porté par un bras articulé, sur lequel se trouvent des spectromètres et une caméra microscope. Le rover a été conçu pour une durée de vie de 90 jours martiens et pour parcourir 600 mètres. Plus de 5 ans après, il avait parcouru près de 7,7 km. Sa dernière communication avec la Terre date du 22 mars 2010. Opportunity s'est posé le 24 janvier 2004 sur le Meridiani Planum, au milieu d'un cratère d'impact de 22 mètres de diamètre, le cratère Eagle. De cet endroit, il prend des photos panoramiques et examine de nombreux échantillons. Ces premières analyses permettent aux scientifiques de formuler des hypothèses concernant notamment la présence passée d'eau sur Mars. Une semaine plus tard, le rover effectue ses premiers déplacements. Il passe presque 2 mois à explorer l'intérieur du cratère, puis il s'en extrait le 22 mars. Il est alors dirigé vers l'est, en direction du cratère Endurance, situé à 600 mètres du lieu d'atterrissage. Tout au long de son voyage, il enverra des photos à la Terre et analysera les sols. Il poursuivra son périple pendant 15 longues années, où il découvrira roches et minéraux probablement formés sous l'eau. Il aura parcouru environ 45 km². Mars Reconnaissance Orbiter, grâce à son télescope HiRISE, a cartographié la surface de Mars avec une résolution de 20 à 30 cm. Il sert aussi de relais pour l'envoi important de données. Le lander Phoenix s'est posé le 25 mai 2008, près de la calotte polaire nord. La sonde spatiale doit analyser la composition du sol et de l'atmosphère sur place. Il doit collecter des données permettant de reconstituer le cycle de l'eau sur Mars, aujourd'hui et par le passé. Identifier les molécules organiques et volatiles présentes dans le sol, eau et méthane en particulier, afin de déterminer si celui-ci pourrait permettre l'existence de certaines formes de vie. Et enfin, étudier le climat dans cette région polaire. En 2012, c'est le rover Curiosity, plus grand et plus sophistiqué, qui atterrit sur Gale, ancien cratère rempli de sédiments situé autrefois sous l'eau. L'opération est suivie par de nombreux médias. Le public est une nouvelle fois au rendez-vous. Il est 5 fois plus lourd que ses prédécesseurs, ce qui lui permet d'emporter 75 kg de matériel scientifique, dont 2 mini-laboratoires pouvant analyser les composants organiques et minéraux, ainsi qu'un système d'identification à distance de la composition des roches reposant sur l'action d'un laser. Les laboratoires embarqués sont alimentés par un système sophistiqué de prélèvement et de conditionnement d'échantillons, comprenant notamment une foreuse. Ils bénéficient de logiciels évolués pour naviguer sur le sol martien et exécuter les tâches complexes qui l'attendent. En 2018, Curiosity a découvert des traces d'éléments chimiques organiques à base de carbone dans le sol. Pas une preuve de vie en soi, mais des traces éventuelles.
Le rover est conçu pour parcourir 20 km et il peut gravir des pentes à 45 degrés. Lancé le 5 mai 2018, InSight est un robot géophysicien. Il atterrit sur le sol martien le 26 novembre 2018. C'est la première mission entièrement consacrée à l'étude de la structure interne de Mars. Il est équipé d'un sismomètre et étudie les vibrations martiennes. Ces mesures de l'activité géologique doivent nous permettre de comprendre comment Mars s'est formé, en comparaison avec la Terre. Grâce à son sismomètre, il enregistre également les bruits de Mars. Pour l'exploration de Mars, côté Europe, on a eu plusieurs missions. Une première très importante qui a été lancée en 2003, qui s'appelait Mars Express. Et Mars Express, petite mission, Express développée très rapidement, avec une vraie mission européenne, avec une caméra allemande, un spectromètre français, un radar italien, etc., etc. Sur cette mission, la contribution anglaise, c'était pas une caméra supplémentaire, c'était un tout petit atterrisseur qui s'appelait Beagle 2. Beagle 1, c'est le bateau de Darwin, donc on voit l'ambition de Beagle 2. Et Beagle 2 devait se poser à la surface et faire un certain nombre d'observations. Donc premier atterrissage pour l'Europe. Beagle 2 s'est posé, mais il n'a jamais pu ouvrir ses panneaux solaires et on n'a pas pu communiquer avec lui. Donc c'était un échec. Heureusement, le satellite d'observation Mars Express, lui, avec des instruments innovants, a révolutionné notre connaissance de Mars et on peut vraiment être très fiers en Europe de notre contribution à la science martienne par rapport à la NASA et aux autres pays. Alors, ça s'est poursuivi il y a quelques années par une nouvelle mission, un peu du même genre. Ça faisait partie d'un programme qui s'appelle ExoMars 2016. On a envoyé un satellite d'observation à nouveau qui s'appelle le TRES Gas Orbiter, avec une caméra et à nouveau un ensemble de spectromètres pour étudier en détail l'atmosphère, la météorologie, vraiment, qui a remporté un grand succès scientifique à nouveau. Et accompagnant cette sonde spatiale, on avait un nouvel atterrisseur, un nouvel engin conçu pour vraiment apprendre à se poser sur Mars. Parce que comme on avait raté la première fois, on voulait vraiment faire ça bien. Donc vraiment un engin conçu pour faire plein de mesures, pour améliorer notre connaissance de la technologie nécessaire pour se poser sur Mars. On l'a appelé Schiaparelli, il faisait quand même 600 kg, un bel engin, qui est rentré dans l'atmosphère, qui a communiqué toutes ces mesures au fur et à mesure de sa descente. Donc on rentre protégé par un bouclier, tout ça s'est bien passé, on ouvre le parachute, et puis là, sont arrivés un certain nombre de problèmes. Je ne vais pas avoir le temps de vous le raconter, mais en quelques mots, finalement, ça a fini par une chute de plus de 3000 mètres et Schiaparelli s'est écrasé. Donc deuxième échec pour l'Europe, c'est là où on voit que c'est vraiment difficile et on ne peut qu'admirer les réussites de nos collègues américains qui ont réussi à se poser à de nombreuses reprises sur Mars et maintenant de nos collègues chinois. Pourquoi Beagle 2 n'a pas fonctionné ? Je dois dire que la première commission d'enquête interne qui a été réalisée a conclu que c'était de ma faute. C'est-à-dire, il se trouve que ma contribution, c'était de fournir les modèles d'environnement sur Mars pour savoir quand est-ce qu'il faut ouvrir le parachute, etc. etc. Et la première commission des Anglais a conclu que les modèles étaient faux, les modèles que j'avais fournis. Et donc, c'était bien embêtant. Je me suis rendu compte rapidement qu'ils disaient n'importe quoi et on a pu réfuter leur affirmation. Et le rapport final de l'ESA et du gouvernement anglais conclut qu'il y a 3 bonnes raisons pour lesquelles il y a eu l'échec. Et la 4e raison, le 4e point de la conclusion, dit que ce n'est pas de la faute des modèles, donc de moi. Jeudi 30 juillet 2020, lancement de la mission Mars 2020 depuis Cap Canaveral. À bord d'un lanceur Atlas V, le rover Perseverance débute son grand voyage à destination de la planète rouge avec succès. Retour sur les étapes préparatoires de l'une des missions les plus ambitieuses de l'exploration spatiale. La mission principale de Perseverance est la collecte
d'échantillons de sol martiens. Ces échantillons seront récupérés après forage du sol, puis, grâce à un mécanisme extrêmement complexe, placés dans des tubes situés à l'intérieur de Persévérance. Tout ce processus est soumis à une contrainte inflexible, la propreté. Toutes ces étapes doivent être parfaitement étanches aux éventuels organismes venus de la Terre. Malgré toutes les précautions prises durant l'élaboration des tubes, l'équipe de chercheurs y découvrit des traces de carbone. Il fallut donc revoir toute la chaîne de production et inventer tout un nouveau protocole pour s'assurer de la propreté du matériel. Persévérance a évidemment subi de très nombreux tests avant son installation dans la navette. Des tests de rotation, des tests de secousse, des tests de déploiement de mobilité, des tests solaires, des tests de prise d'échantillons de sol, des tests de déplacement. Une fois tous les tests passés avec succès, Persévérance fut installée dans son module de lancement, lui-même déposé sur la fusée qui allait l'emmener à sa destination finale, le cratère Jezero. C'est l'emplacement d'un ancien lac permanent qui a été retenu parce qu'il a pu constituer un lieu favorable à l'apparition de la vie et parce qu'il présente une grande diversité géologique. Environ 7 mois après son départ de Floride, Persévérance arrive en vue de Mars et amorce son atterrissage le 18 février 2021. Que sont les 7 minutes de la terreur ? Du fait de la distance et du temps de réaction des appareils et de la nécessité de réactivité instantanée, toutes ces opérations sont automatisées. La Terre n'a donc pas la main sur la situation, et de nombreux problèmes peuvent apparaître à chaque étape. 10 minutes avant l'entrée dans l'atmosphère martienne, la partie de la navette contenant le rover se détache. La sonde entre dans l'atmosphère à une vitesse avoisinant les 20 000 km/h. Le bouclier thermique permet de dissiper toute cette énergie accumulée par frottement. L'engin ralentit. Après avoir suffisamment ralenti, la sonde déploie son parachute. C'est le plus grand parachute jamais utilisé sur une autre planète. L'équipe de géologues de la NASA a déterminé le lieu idéal pour récupérer les meilleurs échantillons à étudier, le cratère Jezero. Le problème, c'est que si l'endroit est le plus pertinent, il est aussi beaucoup plus dangereux, du fait de sa structure pleine de crevasses et de falaises. C'est pourquoi Persévérance est équipée d'un système de navigation qui lui permet d'observer et d'analyser le sol en dessous de lui, et ainsi de pouvoir choisir le meilleur endroit pour atterrir avec encore plus de précision. Pendant la phase de descente en parachute, Persévérance prendra des photos du sol et l'analysera. Une fois qu'il saura où il se trouve, il quittera le parachute et allumera ses fusées. Arrivé à une vingtaine de mètres du sol, Persévérance sera descendu par des filins jusqu'au sol. Au contact du sol, le Sky Crane libère Persévérance et pour le protéger d'une éventuelle chute, ira s'écraser loin de la zone de prélèvement. Voici ce que sont les 7 minutes de la terreur. Mais survivre à ces 7 minutes n'est que le début, car il faut ensuite se lancer dans la collecte des échantillons et les conditionner pour préparer leur retour sur Terre. Ce n'est que là que commence vraiment la mission.
Tel était en tout cas le scénario théorique prévu par les équipes de la NASA. Voici à présent les images effectives de l'atterrissage de Persévérance sur Mars, le 18 février 2021. Applicant indicates chute deployed. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 440 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. Heat shield set. Perseverance has now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second at an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Nav filter converge. Velocity solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second, 6.6 kilometers above the surface of Mars. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are coming up on the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. OVS valid. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. Priming. TBA is nominal. We have timing of the landing engines. Back shell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. TRN safety Bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver. Sky crane maneuver has started, about 20 meters off the surface. Grâce à ces images renvoyées par Persévérance, on peut constater à quel point l'équipe de la NASA et du JPL a maîtrisé son sujet et à quel point leurs prévisions étaient justes. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Cette première étape récompense des années de travail et permet d'espérer une mission pleine de succès. Pour y parvenir, Persévérance, qui reprend globalement l'aspect de Curiosity, a été améliorée grâce à de nombreux instruments spécifiques à la recherche de signatures biologiques. C'est par exemple la première fois que des microphones seront installés et que l'on pourra entendre l'ambiance sonore martienne.
Mars 2020 est aussi un démonstrateur technologique. Perseverance emporte donc 2 expériences inédites à son bord. MOXIE, un mini-labo pour produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne, et Ingenuity, un hélicoptère pour affronter les conditions atmosphériques de Mars. L'une des ressources principales que l'on trouve sur Mars est le CO2, qui contient donc du carbone et de l'oxygène. Si l'on parvenait à séparer ces différents éléments, on pourrait récupérer l'oxygène pour permettre aux hommes de respirer et aux fusées de décoller. C'est dans cette boîte en or que réside peut-être la solution. MOXIE fonctionne comme une pile à combustible inversée. Au lieu de mettre du combustible et de recueillir de l'électricité, on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on met de l'électricité et on obtient du combustible en sortie. Ici, de l'oxygène. Il faudra chauffer le système à environ 800 degrés Celsius pour que les réactions chimiques opèrent. MOXIE a donc été conditionné dans un coffrage en or afin d'optimiser l'isolation thermique et pour qu'il n'y ait pas de nuisances pour le reste de l'équipement de Persévérance. MOXIE sera mis en route environ tous les 2 mois, Persévérance ne disposant pas de suffisamment d'énergie pour le faire fonctionner en continu. Sa mission prioritaire reste la collecte des échantillons de sol. MOXIE produira 6 grammes d'oxygène par heure, ce qui peut suffire à faire vivre un petit chien. Si l'expérience s'avère être un succès, la NASA pourrait alors lancer une mission spécifique. Il faudrait envoyer du matériel en avance sur Mars, environ 2 ans, avec des générateurs à panneaux solaires et des moyens de stockage, et que MOXIE fasse de l'oxygène en continu pour qu'ensuite des hommes puissent venir et utiliser cette ressource. Ingenuity sera le premier appareil volant sur Mars. La NASA a prévu environ une demi-douzaine de vols. L'idée est de parvenir à une hauteur comprise entre 3 et 5 mètres, dans un rayon d'action d'une 60aine de mètres, et de prendre des photos du sol martien. Les conditions particulières de Mars, notamment la finesse de son atmosphère, rendent extrêmement complexe la réalisation d'un tel engin. Il a donc fallu construire un appareil à la fois extrêmement léger, mais avec des turbines très puissantes, permettant une rotation des pales très rapide. Le tout en se rechargeant avec des panneaux solaires. Ingenuity est placé sous le rover, protégé par une coque métallique. Une fois libéré de cette protection, il faudra 1 semaine de manœuvre pour faire passer Ingenuity de sa position horizontale initiale à celle propice à la séparation. Suite à quoi, le rover pourra s'éloigner et laisser l'hélicoptère prendre son envol. Le rover et l'hélicoptère ont chacun une équipe indépendante sur Terre pour le piloter à distance. Et c'est évidemment leur collaboration étroite qui permettra la bonne marche des opérations. Le début de la mission d'Ingenuity sur Mars est un succès éclatant. Il a d'ores et déjà réussi une demi-douzaine d'envols, allant jusqu'à plusieurs dizaines de mètres.
Mais tous ces succès ne sont qu'une étape. En effet, l'objectif final de Mars 2020 est l'analyse des prélèvements réalisés par Persévérance. Un nouveau défi se présente, le rapatriement des échantillons. Persévérance, il faut se rendre compte que c'est la première étape d'un grand programme de 3 missions spatiales. Donc Persévérance va sélectionner des échantillons au fond de cet ancien lac avec les sédiments, les mettre dans des petites capsules et les déposer à la surface. La deuxième mission consistera à descendre à la surface pas trop loin de Persévérance. Il y aura à bord un petit rover qu'on appelle le Fetch Rover, donc c'est ce qu'on dit pour les chiens, va chercher. Le petit rover va aller chercher ces échantillons, les rapporter à une petite fusée qu'on appelle le Mars Ascent Vehicle dans notre jargon, et qui va redécoller et mettre une sphère contenant ces échantillons en orbite autour de Mars. Si tout se passe bien, normalement, ce petit rover, ce sera une fourniture européenne. L'Agence spatiale européenne est très impliquée dans ce projet. Et puis enfin, une fois cette petite capsule avec les échantillons en orbite autour de Mars, une troisième mission spatiale, là aussi essentiellement fournie par l'Europe, va capturer cette sphère qui contient les échantillons, les mettre à l'intérieur de la sonde, rallumer les moteurs et repartir vers la Terre. On va survoler la Terre, larguer une petite capsule qui va descendre dans l'atmosphère contenant ces échantillons et les poser à la surface. Et enfin, on aura des échantillons prélevés au fond d'un océan, d'un ancien lac, on va dire plutôt, et on va pouvoir mener l'enquête pour savoir ce qui a pu se passer il y a 3-4 milliards d'années au fond de ces lacs. Est-ce que la vie a pu apparaître? Est-ce qu'on peut trouver des traces fossiles d'une activité biologique, prébiotique, ou rien du tout? Pour cette troisième mission, les Européens fournissent le bus, qu'on appelle dans le jargon, donc une sonde spatiale, mais le système de récupération d'une part et le système de capsule qui va permettre de descendre sur Terre va être fourni par les Américains. Tout ça se fait en étroite collaboration entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. Dans le courant de l'année 2020, on a pu constater un quasi-embouteillage dans le trafic interplanétaire. En effet, en raison de l'ouverture de la fenêtre de lancement pour Mars, toutes les nations en passe de lancer une mission l'ont fait. Ainsi, pas moins de 3 lancements ont donc eu lieu. Les États-Unis avec Mars 2020, la Chine avec sa nouvelle mission Tianwen-1 et les Émirats arabes unis avec leur mission Al-Amal, Hope. Le 23 juillet 2020, la Chine lance sa mission pour Mars. Pour son premier essai, elle tente un triple objectif, avec la mise en place d'un orbiteur, d'un atterrisseur et d'un rover. Le 15 mai 2021, le rover de l'agence chinoise, Zhurong, touche le sol martien. 2 premières photographies ont été rendues publiques. Ce succès éclatant propulse la Chine parmi les géants de l'exploration spatiale. Nouveaux participants à la course aux étoiles, les Émirats arabes unis ont franchi un palier cette année avec l'envoi de leur toute première sonde, Al-Amal, Hope. Le 20 juillet 2020, lancement de la sonde émirati Al-Amal, depuis le Japon. Après 7 mois de trajet, la sonde se place en orbite. Sa mission est de fournir une imagerie complète des variations climatiques de Mars pour mieux comprendre son atmosphère et son climat. Le 9 février, la sonde Hope a commencé une manœuvre de 27 minutes à 15h30 GMT, consistant à ralentir suffisamment pour être attirée par la gravité martienne. La partie la plus difficile de la mission, selon ses responsables. À partir de septembre 2021, la sonde devrait commencer à transmettre des informations, des données auxquelles les scientifiques du monde entier auront accès. Malgré l'échec Schiaparelli, l'Europe prépare une nouvelle mission martienne. ExoMars 2022, c'est une mission européenne et russe que nous envoyons en 2022 pour arriver au printemps 2023. Alors c'est une mission très ambitieuse, on a un très gros atterrisseur qui va se poser à la surface sur 3 pieds et de là va descendre un rover européen qu'on appelle Rosalind Franklin, on l'a baptisé du nom d'une chercheuse anglaise des années 50,
qui s'est intéressé à l'ADN. Et là, nous aussi, on va s'intéresser à la possibilité de traces de vie. Donc ce rover a comme particularité d'aller dans une zone très ancienne de Mars, où il y a beaucoup d'argile, une zone encore plus ancienne que ce qu'ont pu explorer les rovers américains Curiosity et Perseverance. On a là un terrain très érodé, mais qui a été imprégné par l'eau, on en est convaincu d'après la minéralogie de cet endroit-là. Donc ce rover va aller se promener, déjà explorer, faire de la géologie, et on va aussi essayer de voir si on peut trouver des traces de fossiles. Alors, grande originalité par rapport à ce qu'ont fait les Américains, on va essayer de faire un forage pour aller chercher des échantillons, non pas juste sous la surface, mais en profondeur. Pourquoi ce projet-là? Parce qu'on pense que lorsque les roches ont été préservées près de la surface pendant des millions, voire des milliards d'années, elles subissent l'altération, le dommage dû aux radiations qui viennent de rayonnement cosmique auquel Mars est exposé, et puis aussi de la chimie assez agressive que l'on trouve dans l'atmosphère de Mars. On forme par exemple beaucoup de peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire de l'eau oxygénée. Vous savez que c'est stérilisant. Alors on ne veut pas stériliser les éventuelles molécules fossiles qui auraient pu être créées il y a quelques milliards d'années. ExoMars, lui, va avoir un système de forage pour aller prélever des échantillons à 1 mètre, voire 2 mètres de profondeur. Normalement, ces échantillons ont été protégés des rayonnements et de la chimie agressive de l'atmosphère. On va les remonter et les mettre dans un micro-laboratoire. On a un ensemble de micro-laboratoires même. On va les observer dans l'infrarouge, on va les traiter avec un petit spectromètre de masse. Bref, tout le genre de petits équipements qu'on retrouve de manière classique dans les laboratoires terrestres, mais on les aura sur Mars et on va essayer de voir si on trouve des indices d'une possible ancienne activité biologique. On va aussi regarder avec un microscope, toutes ces choses-là, pour mener l'enquête sur ce qui s'est passé, pas tellement sur Mars actuellement, mais sur Mars il y a 4 milliards d'années. Dans une autre catégorie de missions à long terme, les Émirats arabes unis ambitionnent, d'ici un siècle, de bâtir une cité sur le sol martien, permettant ainsi une colonisation humaine. Afin de s'y préparer, ils prévoient de créer une gigantesque cité scientifique dans le désert, en périphérie de Dubaï, pour simuler les conditions martiennes et développer la technologie nécessaire pour coloniser la planète rouge. Mais dans ce qui était jusqu'ici le jardin secret des nations et des gouvernements, un nouveau participant s'est invité à la course, le secteur privé. Quand on parle du secteur privé en lien avec Mars, évidemment, on pense tout de suite à SpaceX et Elon Musk en particulier. Alors, il faut distinguer les choses. SpaceX, d'abord, est un peu révolutionnaire parce que pour des missions comme le ravitaillement de la Station spatiale internationale et puis le transport des astronautes, on a confié un petit peu la maîtrise à ces entreprises-là. Donc ça a commencé par SpaceX, bientôt Boeing, et on appelle ça Commercial Crew Program, donc le programme commercial d'accompagnement des astronautes. Et ça donne une impression comme ça que le privé emmène les astronautes. Mais en réalité, c'est juste comparable à ce qui se faisait avant, parce que la NASA s'est toujours appuyée sur des compagnies comme Boeing, Lockheed Martin, etc. Et puis enfin, il y a quelque chose qui est unique quand même, il faut le dire, à SpaceX et Elon Musk. C'est Elon Musk n'est pas motivé par l'argent réellement, il est motivé un peu par la gloire, mais en fait, il a un espèce de rêve, c'est d'aller sur Mars, d'envoyer des hommes sur Mars, voire même de coloniser Mars. Même pas envoyer une expédition sur Mars, non, de coloniser Mars pour que l'humanité devienne une espèce multiplanète, pour être sûr que s'il arrive une catastrophe sur la Terre, eh bien l'humanité survive. Alors c'est un peu tôt pour penser ça, mais ça donne quand même à Elon Musk cette caractéristique unique qui fait qu'il va réinvestir toute sa fortune dans ce projet extraordinaire et ça donne effectivement à Mars un intérêt particulier quand on regarde de son point de vue et du point de vue de SpaceX. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'avenir ? Est-ce que, en particulier déjà, on va envoyer des hommes sur Mars? C'est une bonne question, parce que ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va envoyer des hommes dans 20 ans. Mais il est vrai que, d'une part, parce qu'on a arrêté la navette spatiale et on va un jour arrêter la Station spatiale internationale, on va avoir de nouveaux moyens pour aller d'abord sur la Lune,
puis vers Mars, en tout cas ce qui est le discours officiel de la NASA et de l'Agence spatiale européenne qui veut accompagner. Mais en plus de ça, on a des gens comme Elon Musk qui secouent un peu le cocotier et qui va aller plus vite que la musique, qui disent à la NASA « Attendez, moi j'ai une super fusée pour tant de millions de dollars, je vous emmène les astronautes » et à un moment donné il va se passer quelque chose parce que Elon Musk a cette motivation un peu extraordinaire, un peu unique, il veut aller sur Mars. Mars est plus que jamais une source de fantasmes. Mais à présent, l'homme touche du doigt les moyens de conquérir cette terre encore vierge et pleine de promesses. L'avenir des missions martiennes s'annonce sans aucun doute riche en découvertes et en innovations.